Sylvie, on a vu, d'abord je rappelle que vous êtes neuropsychologue, on a vu la dernière fois que notre pupille ne se dilatait pas uniquement sous l'effet de la lumière, mais semblait être une véritable fenêtre sur notre pensée, ce qui est bien pratique avec les masques que nous portons, mais est-ce qu'elle reflète vraiment notre activité cérébrale ? Alors c'est vraiment un sujet d'une grande actualité. Ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu pléthore d'articles sur le sujet et les chercheurs vise vraiment à étudier dans quelle mesure notre pupille se contracte ou se dilate en fonction de ce que nous sommes en train de faire. Regarder, faire attention, être intéressé par quelque chose. Et puis en même temps, ils enregistrent l'activité cérébrale pendant ces modifications de la taille de la pupille. Donc là, on voit à quel point une pupille peut se contracter ou se dilater. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est un enjeu vraiment de taille, c'est d'essayer de comprendre si la pupille peut véritablement refléter nos états mentaux et notre activité cérébrale. Parce que si jamais c'était le cas, alors ça deviendrait vraiment un marqueur extrêmement accessible et pour le coup visible de ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur de notre cerveau. Mais ça, si ça intéresse les chercheurs, ça intéresse aussi d'autres personnes. Je pense à des gens qui font du marketing, par exemple. Exactement. Alors évidemment, au-delà de la recherche, ça intéresse énormément les spécialistes du neuromarketing. Donc on rappelle que le neuromarketing, c'est vraiment cette discipline qui vise à utiliser les neurosciences pour comprendre, décoder nos habitudes de consommation et en particulier nos émotions et la prise de décision face à un produit qu'on pourrait bien acheter. Et donc évidemment, depuis les années 70, on sait que la pupille se dilate quand on a des émotions intenses, du plaisir et quand on est intéressé. De là à penser que la pupille se dilate quand vous avez envie d'acheter un produit, évidemment, il n'y a qu'un pas. Donc les spécialistes du neuromarketing ont tenté, depuis les années 70, d'utiliser les modifications de la taille de la pupille comme une marque d'intérêt vers un produit qu'on pourrait avoir envie d'acheter. Sauf que heureusement pour nous et malheureusement pour l'argent qui a été investi dans ces recherches, la pupille, on le sait, vous l'avez dit, peut aussi se dilater ou se contracter sous l'effet de la lumière ambiante. Ce qui veut dire qu'en fonction de l'éclairage du magasin dans lequel vous êtes ou même du paquet du produit que vous tenez dans la main, votre pupille va se modifier. Du coup, la taille de la pupille à elle toute seule ne suffit pas à savoir si on va acheter une marque plutôt qu'une autre. Mais par contre, on continue à enregistrer la taille de la pupille et on couple ces mesures avec d'autres mesures physiologiques comme les battements du cœur qui reflètent les émotions pour savoir ce qu'on ressent face à un produit donné. Tout ça, c'est quand même assez complexe et assez protocolé, j'allais dire. Mais quand on est en face de quelqu'un, est-ce qu'on analyse réellement cette information? Quand je suis face à quelqu'un, je ne mesure pas la taille de sa pupille. Alors, vous avez tout à fait raison. Quand on est en face de quelqu'un, on n'est pas conscient ni de la taille de notre pupille, ni du fait qu'on est en train d'analyser la taille de la pupille de la personne en face de nous. Et pourtant, donc on va peut-être voir à l'écran Mariska Krät, voilà, qui est une chercheuse hollandaise qui travaille énormément sur ce sujet. Et donc, elle a fait passer une expérience toute simple à des enfants et des adultes. Donc elle a pris des bébés de 6 mois, 12 mois et 18 mois et des adultes et elle leur a simplement montré des regards avec des petites pupilles ou des pupilles dilatées. Et là, elle a constaté que tous les sujets, y compris les enfants, adaptent la taille de leur propre pupille à celle de la personne qu'ils sont en train de regarder. Alors certes, c'est un petit peu plus lent chez les bébés que chez les adultes, mais on a ce phénomène d'adaptation pupillaire, de mimétisme, et c'est même retrouvé pour des visages d'autres ethnies, c'est-à-dire des visages que les bébés n'ont jamais vus, et c'est même retrouvé chez l'animal. Donc on sait que chez le singe, on a ce mécanisme de mimétisme pupillaire. Mais totalement involontaire. Totalement inconscient, involontaire, mais très important pour la relation, parce que cette adaptation de notre taille de pupille à celle de la personne en face de nous signe sans doute l'intérêt qu'on lui porte et fait que la personne en face de nous va nous accorder plus de confiance, et c'est sans doute la base de la relation, alors qu'on en est totalement inconscient. Alors j'ai déjà remarqué que Marina, quand elle me regarde, vous avez vraiment des pupilles très dilatées, parce que je sais que vous êtes folle de moi, mais est-ce que finalement... Ça monte crescendo pendant cette émission, je ne sais pas où nous allons arriver. Est-ce que finalement, elle ne met pas juste un produit dilaté, elle me fait croire depuis des années que... et pas du tout. Alors, sachez Régis, qu'on ne peut pas tricher sur la taille de sa pupille a priori. Et c'est ça qui en fait un marqueur très intéressant justement de notre intérêt et de notre attention. Mais tout de même,
Je dis ça, mais en réalité, on peut toujours tricher parce qu'au XVIIe siècle, les femmes italiennes utilisaient une plante qu'on appelle la belladone, qui contient de l'atropine pour dilater leurs pupilles. Et la plante tient son nom belladone, de belladonna. Oh, ça alors. Mais oui, parce que ces dames... Vous allez sortir, vous allez voir la fin de l'émission. Parce que ces dames essayaient de se rendre plus séduisantes en dilatant leurs pupilles. Et donc là, voilà, on voit la belladone. Et donc, on va voir plus récemment, plus proche de nous, les studios Disney ont bien compris l'importance de la taille de la pupille, puisque si vous regardez les héros de Disney, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous des pupilles très dilatées, tout simplement parce qu'on accorde plus d'intérêt, on préfère, on accorde des émotions positives, on fait plus confiance aux gens qui ont une pupille dilatée. Donc, un conseil... Régis, arrêtez. Ne vous regardez pas. Alors, Régis, Oui. je m'adresse à vous. Donc, un conseil, si jamais vous allez chez l'ophtalmo et que par hasard il vous met de l'atropine pour vous faire un fond d'œil, profitez-en pour faire quelques photos et testez si réellement la pupille dilatée est un moyen de séduire. Vous en profitez puisque vous ne pourrez pas conduire après, il faudra que je vienne vous chercher. Oh. Voilà, c'est comme ça. On va vous laisser. Quelle belle histoire. Merci beaucoup en tout cas, c'est vraiment passionnant Sylvie.